bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT, le premier de 2022. Alors, Benjamin Spark est artiste et moi, Lucie-Léonore Riveron, je dirige une maison de vente aux enchères à Paris. Avec Florent Turin, notre Joker Tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment, nous invitons des artistes, des protagonistes du crypto-art, et ainsi nous explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Vous pouvez participer à l'émission en direct tous les mardis à 18h ou vous rendre ensuite sur vos plateformes de streaming préférées sous forme de podcast. Vous pouvez suivre notre actualité sur notre compte Twitter @artdunft. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Donc, je suis vraiment ravie pour commencer l'année de recevoir Albertine Meunier qui va nous parler de son parcours foisonnant, ludique et décalé et de tous ses projets en cours. Vous pourrez intervenir en fin de room et puis surtout rester jusqu'à la fin pour une petite surprise et des questions sur le vif. Pour l'heure, comme d'habitude, je laisse la parole à Benjamin qui va nous parler de l'actualité de la semaine. Merci Léo, cher Léo. L'actualité, évidemment, c'est la rétrospective de l'année 2021 qui est dressée par tous les médias NFT que je consulte frénétiquement chaque jour. Alors aussi évidemment Twitter, on ne parle que des performances chiffrées de l'année 2021 avec les ventes de NFT qui ont explosé, le nombre de wallets qui ont été ouverts cette année impressionnant, le nombre de visiteurs sur les grandes places de marché comme OpenSea. Et puis, c'est vrai qu'en 2021, on a vu éclore sous nos yeux, en à peine 12 mois, une véritable industrie, déjà plutôt pas mal organisée quand même. L'industrie du NFT est quand même passée de zéro à plusieurs milliards de chiffres d'affaires. Et puis surtout, on a vu l'émergence de dizaines de milliers d'artistes ou de créateurs en tout genre qui sont sortis du bois et qui sont venus investir la place NFT pour vivre de leur art. Et moi, c'est ça que je retiens, c'est ça qui m'a vraiment le plus touché, c'est d'avoir suivi de près le parcours au jour le jour de quelques artistes NFT ou que j'ai suivi vraiment quotidiennement presque. Je les ai suivis sur leurs réseaux sociaux. Et puis, j'ai vibré avec eux lorsqu'ils ont créé leur premier NFT. J'ai vibré lorsqu'ils l'ont vendu. Ils ont partagé ça sur Clubhouse. J'ai entendu leur joie, j'ai entendu leur excitation d'avoir échangé des impressions avec des collectionneurs. Et puis, je les ai entendus vibrer avec la communauté NFT aussi, qui s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Et puis, on a vibré aussi, pour ceux qui parlent anglais, avec les Américains. Je me souviens de ces rooms Clubhouse, tout début 2021, février-mars. Eh ben, il y avait surtout des interventions d'Américains et donc on a pu comprendre et apprendre beaucoup de choses. Et puis au fil de certains mois, les artistes que j'ai suivis ont tellement bien travaillé, enfin certains ont vraiment beaucoup vendu, bien travaillé, ils ont pu quitter leur job, ils ont pu vivre de leur art, ils ont pu offrir des vacances de rêve à toute leur famille. Et je me suis dit, waouh, tout ça grâce au NFT, c'est vraiment complètement fou. Je connais même un artiste qui chaque semaine fait état des royalties qu'il perçoit avec les reventes successives de ces NFT. Et donc, c'est incroyable parce que finalement, c'est de la crypto qui lui arrive comme par magie et qui encourage les artistes à continuer les NFT. Évidemment, je pense que ça a été une percée incroyable, une révolution aussi, cette histoire des royalties sur les NFT. Donc voilà, tout ça pour dire que ce qui se passe actuellement est complètement hors norme, je trouve. Et puis, on a une chance inouïe de vivre cette période qui est vraiment intense. Et je voulais juste dire ça pour la nouvelle année. Ben là, je m'arrête là parce que sinon, on va encore me dire que je suis un NFT enthousiaste. En fait, oui, c'est un mot que je viens d'inventer, hein, qui veut dire NFT enthousiaste. Voilà. Et ben, c'est le néologisme de 2022, c'est pas mal, on garde. Ouais. Et ben, merci beaucoup Benjamin pour cette rétrospective express et oui, bon, enthousiaste, hein, exalté même on pourrait dire. Et on va voir ce que 2022 nous promet, mais on a hâte de voir tout ça.
Alors, on va passer à l'interview d'Albertine, qui a un parcours assez dingue, donc j'ai hâte qu'on y revienne en profondeur. Est-ce que pour commencer, Albertine, tu peux te présenter très rapidement? On va prendre le temps de revenir vraiment sur ton parcours, mais très rapidement nous dire qui tu es, où tu vis et ce que tu fais. Donc je m'appelle Albertine Meunier, c'est mon nom, d'artiste. Donc je me définis comme, artiste numérique et même des fois comme, net artiste, artiste pas net. J'habite, en région parisienne, donc je suis sur Paris et j'ai plusieurs activités. Je suis à la fois artiste, de longue date dans le numérique. Depuis, plus d'un an et demi, je suis, collectionneuse de NFT. Et je produis aussi, des NFT et enfin, j'accompagne, l'avant-galerie, Vaucène, heu, sur ce sujet des NFT et donc on expose les NFT au même titre que la peinture ou la sculpture ou des installations. Voilà. J'ai plusieurs, activités, on va dire. Voilà. Eh ben, on va prendre le temps de revenir sur chacune d'elles. On va commencer sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es devenue artiste, par quoi tu as commencé et voilà, puis on va te poser des questions au fur et à mesure. Donc moi j'ai un Il était une fois. Ouais, il était une fois donc en fait, moi j'ai un parcours, d'ingénieur, enfin voilà, donc je suis pas une formation, beaux-arts au début. Voilà, donc j'ai fait une formation d'ingénieur plus précisément en optique, donc ça a rien à voir avec, ce qui nous intéresse aujourd'hui et puis, j'ai eu la chance de voir, l'arrivée, d'internet, parce que j'ai un certain âge maintenant. Et donc avec l'arrivée d'internet, je dirais que j'ai multiplié mes activités et en même temps que ma profession, en fait, j'ai commencé à développer une pratique, artistique Là, on est à quelle avec époque à peu près? Dans les années, début des années 2000? ou même un peu avant. Ouais, Ok. donc moi j'ai commencé à Early travailler Internet, ok. en 91 et j'ai commencé une pratique créative en 98, donc assez tôt en fait, voilà, il y a longtemps. Et c'était quoi Donc tes j'ai premières créations Internet? C'était, des collages, en fait. Donc, à l'époque, je m'appelais pas Albertine, je m'appelais, Cat Bleu et je faisais des animations, des collages, animés. Donc c'est finalement pour moi, c'est vrai que des fois le NFT, c'est un peu un retour aux sources. Voilà, donc c'est assez marrant de voir ça, en fait. Mais Voilà. pardon Albertine, mais tu dis tu as un parcours d'ingénieur, mais déjà tu étais salarié d'une grande entreprise, enfin d'une entreprise, et Ouais, tu as quitté cette entreprise pour devenir non, artiste, non, donc tu as fait le non, grand non, saut. Comment ça se fait? moi j'ai tout enfin je continue, en fait, j'ai aussi une activité professionnelle. Donc je travaille, dans le design, de recherche, donc c'est assez proche, de la création. Donc j'ai jamais quitté en fait ma profession. J'ai toujours, mené une double activité, voilà, à la fois de salarié chercheur et d'artiste Une numérique. sorte de double vie, quoi, finalement. C'est ça, ouais, c'est ça. En fait, c'est vrai qu'avec l'apparition d'internet, finalement, je me suis démultipliée, on va dire, voilà. Donc j'ai ce que j'ai pas pu faire, plus jeune, en fait, internet m'a permis de le mettre en place. Voilà, donc avec, l'arrivée d'internet, j'ai commencé à retravailler sur des collages, animés que j'ai publiés en ligne et donc ça a commencé comme ça, en fait, ma pratique artistique. En quoi c'est en quoi c'est Internet qui te permettait de faire des collages? Parce que finalement, les collages, ce sont des outils type, j'imagine, Photoshop qui te permettaient de les faire. Donc, en quoi c'est Internet qui a Bah, déclenché? en fait, au début, c'était aussi plutôt un mode d'exposition, en fait. Donc tu pouvais à la fois faire des collages, certes que tu peux faire avec du papier, mais avec Photoshop, tu pouvais faire du GIF animé, les mettre en ligne, voilà, donc commencer à jouer, en fait, avec la matière, numérique. Donc, Donc c'est finalement la possibilité d'exposer qui a déclenché ouais, l'envie de ouais. s'amuser. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, comme je venais pas d'un parcours, tu vois, d'école d'art, donc j'ai pas, j'ai dû démarrer ma pratique un peu toute seule. Donc je faisais du dessin, de la peinture, et puis c'est vrai qu'avec Internet, j'ai commencé à utiliser ce média-là au départ comme un moyen d'exposition. Oui, Voilà. oui, Et puis petit à petit, en fait, ça s'est nettement élargi. Et j'ai après, dans ma pratique, utilisé Internet comme
à travers des installations, des objets. Je me suis intéressée aux objets connectés, à la data, à des narrations. Voilà, donc j'ai fait beaucoup de choses dans le numérique, mais c'est vrai que j'ai commencé en utilisant Internet comme un moyen d'exposition et comme un moyen de donner vie à des œuvres animées en quelque sorte. En fait, moi, ce que tu dis résonne en moi assez fortement parce que j'ai commencé aussi à explorer l'internet assez tôt, en 1995-96, et je pense comme toi que de voir des sites web, de voir du graphisme sur ordinateur, ça m'a donné des millions d'idées, en fait. Je pense que ça a Mm, mm, précipité mon envie d'être artiste. Après, il y avait Photoshop qui existait bien avant, qui mm, existe depuis les années 80. Donc, en fait, les outils de création digitale existaient mm, 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 avant Internet, mais ils se sont développés avec l'explosion du web, en fait. Je pense que mm. c'est ça dont tu parles. Ouais, ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Euh, Et puis c'est vrai que ça a été le début de ma pratique. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me suis intéressée plus au numérique comme un matériau de réflexion, de création. Donc après, je me suis éloignée de ces images animées pour aller vers d'autres types de réalisations. Est-ce que tu peux nous parler des objets connectés, par exemple? Ah ouais, donc j'ai fait beaucoup d'objets connectés. Un qui est assez connu en fait dans le milieu du numérique, s'appelle l'Angelino. Donc l'Angelino, c'est une bouteille musicale avec une petite danseuse avec une robe rouge à l'intérieur. Et le dispositif en fait s'animait dès que donc c'était un objet qui est connecté à Twitter. Donc dès qu'il y avait le mot ange qui était publié par quelqu'un, la petite danseuse tournait, puis s'arrêtait. Et dès qu'un ange passait à nouveau, la danseuse tournait à nouveau. Ouais, donc c'est un des premiers, parmi les premiers objets connectés que j'ai fait, qui était connecté à, là en l'occurrence à Twitter. Voilà, donc c'était une manière un peu décalée d'incarner l'objet connecté. Et après, bah, j'ai fait beaucoup d'objets de ce type-là, toujours connectés ou à Google ou à Twitter. Alors j'ai beaucoup travaillé aussi avec un ami artiste qui s'appelle Julien Levesque. On a fait des réalisations, par exemple, qui mesuraient la distance en temps réel entre nous et qui incarnaient cette distance sur des papiers de baromètre. Ouais, donc on a eu une activité beaucoup de détourner des objets de la vie courante et passée, on va dire, pour les connecter. mais comment tu Donc, fais? Attends, je comprends pas. La danseuse qui tourne, c'est une sculpture? Donc c'est ouais, en une quelque sorte, installation? en fait, c'est une sculpture, donc c'est une bouteille musicale. Donc, s'il faut taper sur Google, ça s'appelle les bouteilles Bols, B-O-L-S. Donc, c'est une vraie bouteille musicale. Normalement, il y a de la liqueur dedans, mais comme c'est des vieilles bouteilles, en général, la liqueur n'est plus présente. Et tu as une espèce de boîte à musique. Et quand tu remontes la boîte à musique, et que tu poses la bouteille sur une table, bah, la danseuse tourne. Ça, c'est l'usage courant de cette bouteille. Et en fait, moi, j'ai créé un dispositif avec un socle qui permet d'animer, en fait, d'appuyer sur ce bouton qui fait tourner la danseuse. Non, mais le socle est Et connecté en USB à un modem qui est connecté à non, 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 Internet. non, 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 le socle est connecté. En fait, c'est réalisé avec des cartes Arduino. Donc c'est des petits, on va dire des petits processeurs qui permettent de connecter ces objets à Internet. Donc il y a absolument pas d'ordinateur, c'est des cartes de bidouilleurs en fait, de makers. Donc c'est ce qu'on appelle du low-tech pour fabriquer des objets connectés. Ouais, donc c'est une carte Arduino qu'on programme. Et donc dans cette carte, ben tu la programmes de manière à ce que ça aille interroger le flux Twitter et quand tu as la réponse à oui ou non, est-ce qu'un ange est passé, ben tu agis sur l'objet. On peut encore les voir, ces petites bouteilles Angelino, là? Alors oui, elles existent encore. Après, la difficulté de ces objets connectés, et ça vient peut-être aussi dans le cœur du sujet du numérique, c'est des objets qui sont assez fragiles d'un point de vue réseau. Il suffit que Twitter fasse une modification dans ce qu'on appelle son API, hein, ce qui permet d'aller interroger ces données pour que l'objet ne fonctionne plus. Donc en général, tous les objets connectés peuvent être, quand ils sont connectés à une donnée du réseau,
sont des objets qui sont assez fragiles parce qu'une simple intervention de Twitter ou de Google ou de je sais pas qui, si vous utilisez une de leurs data, fait que s'ils font un changement, bah, ça marche plus. Donc souvent, c'est un peu ce qui a pêché, on va dire, dans l'art numérique, en tout cas pour adresser des collectionneurs. C'est un art qui est assez fragile, puisque souvent, quand c'est un art connecté, ben, on est à la merci de la connexion ou du service auquel on fait appel ou de la data qu'on va chercher. Donc je dirais, c'est ce qui, enfin, à mes yeux, en fait, c'est ce qui a rendu cet art assez, Ben, assez, ouais, mais assez ostracisé, puisqu'il n'était pas collectionnable facilement, on va dire. ouais, mais je comprends ce que tu dis, mais oui et non aussi, parce qu'il y a beaucoup dans l'art contemporain, Dieu sait, il y a des installations ultra fragiles, il y a des installations à base Mhm, de nourriture aussi, il y a des œuvres à base de nourriture, j'avais lu pas mal d'articles, même le musée mhm, Pompidou possède des œuvres à base de nourriture qui sont donc ouais. restaurées chaque année. Il y a Ouais. les fameuses moules de Mhm. Broutars, tu sais, le grand artiste belge qui a la cassolette de moules. Il faut, tous les 10 ans, il faut retrouver des Ouais. moules fraîches pour reconstituer la sculpture. Donc j'imagine que les musées ont l'habitude de gérer. Mais avec le numérique, en fait, l'affaire n'est pas du tout la même, hein. Je veux dire, il y a toujours eu une espèce de technicité, en fait, qui est associée, enfin, qui était associée à cette forme-là, qui rend la chose plus délicate, en fait. Donc, tu es à la merci. En fait, l'objet en lui-même, il continue à fonctionner, mais c'est la data que tu vas chercher qui n'est plus disponible. Donc, tu peux l'inventer, mais tu n'es plus dans des pièces en temps réel. Ouais, donc, tu es toujours dans une fragilité liée au dispositif technique sur lequel tu t'appuies. On n'est pas très Et loin de l'éphémère du street art non plus, hein. Parce que ouais, quelque c'est ça, part, la c'est poésie vient aussi de l'éphémère et de la ouais, fragilité. c'est ça. C'est ça, c'est presque un art performatif, en tout cas. Et là où Puisque justement maintenant, la technologie... Ah, ouais, pardon. pardon. Excuse-moi, on t'entendait plus trop, mais ce que je veux dire, c'est là où la blockchain peut être géniale, c'est justement qu'elle va pouvoir rendre plus résiliente cette data, notamment à travers des réseaux d'oracle, on appelle ça. Donc, c'est enfin, et à travers la décentralisation, tout simplement, où Mhm. plusieurs entités vont pouvoir relayer les informations et donc ces sources vont être plus résilientes. Et je pense que du coup, ça pourrait justement permettre l'essor de cet art de nouveau. Je sais Ouais. pas ce que tu en penses. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que bon, alors moi, je m'intéressais aux data des grands acteurs du web, donc sont toujours très fragiles et pas forcément, enfin, c'est pas tellement dans leur tendance de la rendre accessible, en tout cas de manière transparente. Mais c'est vrai que bah, ça peut rendre les choses plus solides. D'ailleurs, on voit dans les NFT la pérennité en fait des NFT fait que bah, quelque part on peut s'y fier. C'est quelque chose qui est solide dans le temps, quoi. Voilà. Euh, Avant d'attaquer le gros morceau NFT, moi j'aimerais juste revenir sur quelques œuvres, quelques projets que tu as pu faire avant. Mhm. Tu nous as dit tout à l'heure que tu utilisais Internet comme matériau finalement, Ouais, c'est ça. comme, voilà, le numérique comme matériau. Alors, est-ce que par exemple tu peux nous parler de l'œuvre J'adore envoyer des cartes postales à Google? Ah oui, ça c'est vieux. Ben, en fait, ouais, je prenais des photos de Google Street View et ouais, j'envoyais des cartes postales. Je leur envoyais des cartes postales auxquelles ils m'ont jamais répondu, d'ailleurs. Et donc ouais, pendant je sais plus pas mal d'années en fait, j'ai envoyé ces cartes postales. Mais ça c'est assez ancien. Je sais même pas quelle année c'est. Mais voilà, c'est aussi bon moi comme c'est vrai que j'ai un parcours assez long dans le numérique, c'est aussi la magie de Google Street View qui est devenue complètement banale, on va dire, mais c'est vrai que quand on remonte dans le temps comme ça, bah, découvrir des paysages, des images assez étonnantes, voilà, ça fait partie c'est vrai que dans la pratique que j'ai eue, bah, il y a aussi l'histoire d'Internet telle que moi je l'ai vécue qui se développe, quoi. Donc envoyer des cartes postales, voilà, c'était prendre des paysages qui étaient proposés par Google Street View et puis un peu retourner à l'envoyeur en fait Et alors, voilà ces cartes il y a postales. plein d'autres œuvres avec Google. Google, Ouais, finalement, c'est un peu un co-auteur pour toi.
Ouais, c'est ça. C'est Qu'est-ce un que tu- peu, j'ai une espèce, bon là je m'en suis un peu écartée là depuis que je me suis immergée dans les NFT. Donc, c'est peut-être en réaction d'ailleurs. Tu peux nous Là j'ai des raconter choses. une ou deux œuvres avec Google encore avant qu'on parle NFT? Bah il y a My Google Search History par exemple, là le livre que je t'ai Ouais, ouais, donné samedi. que je lis religieux. Voilà. Voilà, donc en fait c'est un projet qui continue en fait que j'ai démarré il y a plus de 15 ans et qui est une collecte de toutes les recherches que je fais sur Google et qui sont à travers une grande liste qui est organisée par date, publiée dans un livre. Et donc tous les 5 ans à peu près, je fais un livre. Donc là, j'en suis au troisième tome. Donc il y a eu le tome 1 qui a démarré en 2000, on est en 2006 et qui a été jusqu'en 2011. Puis j'ai fait 2011 2016 et là je devrais sortir le tome 3. Donc en fait c'est une sorte de portrait en creux en fait à travers toutes les recherches que je fais et donc c'est une manière finalement de matérialiser les données qui sont capturées par nos recherches qui représentent des quantités de données assez ahurissantes. Voilà, donc c'est une manière de lire la vie de quelqu'un à travers ses recherches. Voilà, puis c'est aussi une manière de révéler cet invisible qu'on connaît tous, mais qu'on ne perçoit pas forcément. Voilà, c'est une démarche assez particulière d'aller chercher ces données et de les regarder ou de les donner à voir. Voilà, donc c'est beaucoup, c'est un projet en fait que j'ai commencé il y a très longtemps, à l'époque où les données n'étaient pas des données enfin, qu'on pouvait extraire facilement. Voilà, donc, Mais d'ailleurs, Albertine, tu as eu beaucoup de presse dans l'art contemporain. ouais, J'ai lu pas mal de choses sur ce projet-là, My Google Search History. ouais, D'ailleurs, c'est l'objet de ma question, c'est qu'en fait, c'est assez étonnant pour quelqu'un qui est ingénieur comme toi, qui a un vrai parcours d'ingénieur, qui est toujours ouais, ingénieur et qui s'intéresse beaucoup à l'électronique finalement, à ouais, l'informatique, etc., d'avoir des références aussi profondes à l'art contemporain, parce que on va parler de TNFT maintenant. Dans TNFT que je suis allé voir sur Super Rare, mhm. d'ailleurs entre parenthèses, Super Rare qui est une plateforme historique dans les NFT, donc manifestement tu es là depuis le début dans les NFT, ou en tout cas presque au Pas, début. non, Et, pas depuis le début, mais enfin, depuis un bon, en peu tout plus cas, longtemps. Ouais, c'est sur super rare, donc c'est vraiment mhm, génial. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de références à Marcel Duchamp, au ouais, mouvement dadaïste, au surréaliste. Je parlais de ouais, Marcel Broutard, qui est un grand ouais, surréaliste belge, moi que j'affectionne ouais, particulièrement. Donc je retrouve beaucoup d'ironie, beaucoup d'humour, et il y a des références permanentes à l'art contemporain. c'est Donc, ça. comment dans Oui, ces NFT, d'où te vient cette culture en fait de l'art contemporain qu'on retrouve dans tes NFT? je dirais que c'est l'âge, je sais pas. Non, bah, c'est la curiosité, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est de mettre tout ça un peu en perspective, d'essayer de donner des points d'ancrage, à ces mouvements-là. D'ailleurs, on a justement toujours avec Julien Lévesque qui est mon partenaire, on avait créé un mouvement qui s'appelait le Data Dada, voilà, qui fait un référence au mouvement Dada et comme on travaillait beaucoup sur la data, on a mis tout ça un peu en écho et c'est vrai que je sais pas, pour moi, c'est presque, c'est une évidence en fait d'essayer de réinterpeller ces mouvements-là à l'aune du numérique. Donc, oui, il y a beaucoup de références que moi les artistes en fait de cette, enfin ouais, les Dada, les surréalistes, c'est vraiment une époque que Oui, ouais, que j'affectionne particulièrement. Je la trouve à la fois légère, à la fois ironique, à la fois poétique. Ouais, par exemple, bah, je vois dans un des NFT que tu fais, tu as repris la photo de Satoshi Nakamoto, le fameux créateur du Bitcoin, qui est en fait Mmh. c'est ce japonais là, ça tourne dans les mèmes, ça tourne dans Twitter, etc. On voit cette image d'un japonais qui prétendait être le vrai Satoshi Nakamoto, mais en fait, c'est Ouais, juste un imposteur, tout ça parce qu'il a une carte d'identité où il y a écrit Satoshi Nakamoto, et tu l'as grimé en bleu, en vert, en rouge. Enfin, ça fait penser au Marilyn de Warhol.
Ouais, et tu détruis l'icône. En fait, il y a une démarche d'iconoclaste dans ton travail NFT qui est ouais, ouais. exactement ce que faisaient les Dada. Donc, il y avait Picabia, il y avait Marcel Duchamp qui, lui, Mm, en 1920, il mettait des petites moustaches sur des posters de la Joconde et il mm, mettait LHO au cul. Donc, en mm, fait, il détruisait le mythe des grandes images, des grandes icônes contemporaines. Et donc, toi, tu fais à peu près ça, enfin, j'imagine. ouais, bah, c'est ce que je sais faire, on va dire. Ouais, c'est ce qui me vient naturellement parce que bah, c'est vraiment des artistes que j'affectionne particulièrement ouais, c'est vraiment une époque que j'aime beaucoup. Ouais, donc je connais pas mal de références, mais bon, c'est la curiosité. Tu vois, par exemple, là, j'ai lu chose que je connaissais pas, un livre qui s'appelle Gabrielle sur la femme de Picabia, qui était aussi amie avec Duchamp. Enfin, voilà, donc c'est une époque que je continue toujours à J'ai lu ce bouquin, il est observer. Ouais, fantastique. moi aussi. Ouais, ouais, Il, c'est il faut fantastique. que je te retrouve le titre, il faut qu'on retrouve. Léo, C'est Gabriel. C'est Gabrielle, ouais, 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 ouais. avec des Avec un trémas. accent. Moi, Ouais. moi j'aimerais bien savoir, Albertine, comment tu as découvert les NFT et en quoi ça a finalement changé ton travail? Parce que tu nous as dit que Ouais, finalement, Internet, c'est la découverte d'Internet qui t'a amené à créer. Donc là, ouais. qu'est-ce qui se passe quand tu découvres l'existence des NFT? Comment ça se passe? Comment tu découvres? Ouais. Voilà. Alors, bah déjà j'étais vraiment dans la data, à l'explorer un peu de tous les côtés, dans tous les sens. Et voilà, j'avais des espèces d'obsession de ces acteurs du web, les GAFA. Donc j'ai fait tout un travail sur les GAFA que j'ai senti un peu. Enfin, c'est comme si tu peux taquiner l'éléphant, mais bon, au bout d'un moment, tu vois, tu tournes un peu en rond. Voilà, donc moi, j'ai eu la sensation, en tout cas dans ma pratique, de tourner en rond sur ce sujet-là des datas. Et donc, en fait, j'ai arrêté un peu la pratique artistique pendant quelque temps, un peu à vide, tu vois, comme quand on a des périodes un peu de creux, comme ça, dans une démarche d'artiste. Et puis, bon, commencé à accompagner la galerie, l'Avant-Galerie Bossène sur un projet qui s'appelait Infinite Skull, qui était une confrontation entre un peintre qui s'appelle Ronan Barrault et le jeune artiste Roby Barra qui fait des images par intelligence artificielle. Ouais, donc je vais pas détailler cette expo, mais c'était vraiment ce qui m'a permis de rencontrer Roby Barra. Ouais, donc en gros, moi je suis rentrée dans Tu le peux nous sujet des dire NFT. en deux mots qui est Roby Barra? Peut-être que tout le monde ne le connaît pas. Ouais, alors donc Roby Barra, c'est un jeune artiste. Bon, moi je l'ai rencontré, il avait 18 ans, un talent incroyable, un jeune homme qui crée des images par intelligence artificielle avec des réseaux de neurones. Et enfin, de mon point de vue, c'est un des artistes qui crée des images les plus poétiques que j'ai jamais vues avec cette technique-là. Voilà, donc j'ai eu mon œil qui s'est vraiment accroché parce qu'il est très proche Tu l'as justement découvert où? Comment? sur Twitter. Ouais, Ok, tweet. sur Twitter, ouais, toujours Twitter. Et, je l'ai contacté, on lui a proposé cette expo à Paris et on s'est rencontrés comme ça. Voilà. Et puis, Roby, donc c'est aussi un des premiers artistes. C'est le premier artiste à avoir publié sur Super Rare. Mais je dirais qu'à cette époque-là, quand ça a commencé vraiment, quand il a commencé à publier sur Super Rare et moi-même quand je suis tombée il y a plusieurs années sur le site des CryptoKitties, en fait j'ai créé un MetaMask et puis j'ai arrêté parce que je comprenais rien du tout. Et puis petit à petit, j'ai regardé ce que faisait Roby. J'ai essayé de comprendre en fait pourquoi ces images qui étaient des simples images digitales, comment ça se fait qu'elles se vendaient en fait. Voilà. Donc j'ai commencé Et à là rentrer. c'est quand? C'est 2018, 2019? Non, moi j'ai commencé vraiment. En fait, je connaissais le sujet, je savais que Roby faisait ça, mais j'ai commencé vraiment à regarder ça peut-être en mars 2020. Tu Ok. vois, en fait, quand il a publié une œuvre qui s'appelle Saint-Nazaire, là, j'ai commencé vraiment à me dire mais qu'est-ce qui se passe ici en fait? Alors que j'aurais pu très bien collectionner Roby avant. Mais il y a quelque chose qui m'échappait complètement parce que on n'en avait pas parlé directement. Tu vois, lui il faisait ça aussi comme ça,
sans y prendre garde quelque part. Et donc là, déclic au mois de mars, il y a presque 2 ans maintenant. Ouais, c'est ça. Et Ouais, alors, déclic. qu'est-ce que ça change? Est-ce que le Bah, déclic change quelque chose tout? bah, ça change tout. Déjà, ça réactive une curiosité que j'avais un peu perdue dans le numérique. Une espèce de... Oui, je pense que ça commence beaucoup par une curiosité où tu essayes... Alors moi, j'aime bien toujours essayer de comprendre comment les choses fonctionnent, pourquoi elles fonctionnent comme ça, qu'est-ce qui se passe. Ouais, donc ça a démarré vraiment par une curiosité où j'ai commencé à regarder les sites, à voir qu'est-ce qu'il y avait sur quoi, comment ça fonctionnait, quelles étaient les esthétiques s'il y en avait. Et puis j'ai vraiment, comment dire, persévéré parce qu'en fait, c'était ce que j'ai vu au début me plaisait pas du tout. Ouais, donc j'ai mis beaucoup de temps à trouver les esthétiques et puis les artistes que j'avais envie de collectionner. Donc moi, j'ai vraiment commencé en tant que collectionneuse, en fait. J'ai pas commencé en tant qu'artiste créatrice, Quand parce que justement, tu t'es inscrit sur Super Rare, en fait, en mars 2020, donc vraiment très très tôt avant tout le monde finalement, pour au départ collectionner des NFT en fait. c'est ça. Ouais, Ok. pour comprendre et puis ouais, pour comprendre et puis pour commencer à collectionner. Donc en Mais fait, j'ai beaucoup tourné autour du pot, on va dire, hein. J'ai passé pas mal de temps à observer, à voir qui faisait quoi, qui était qui. Mais tu vois, ma Euh, question, c'est que j'imagine que tu avais de la crypto, enfin, tu avais acheté des Ethers, j'imagine, sinon tu pouvais pas acheter de NFT sur Super Rare. Est-ce que le fait d'être ingénieur, évidemment, pour toi, c'est finger in the nose pour acheter de la euh, crypto à l'époque? enfin, il y a 1 an et demi, c'était assez facile, on va dire. Non, moi, j'ai plutôt raté le coup avant, parce qu'en fait, j'avais beaucoup d'artistes amis qui me disaient, je parle de ça avant tout ce gros boom, hein, avant 2017, mais achète donc des Ethers, achète des Bitcoins. Moi, je suis pas du tout financière, j'ai pas du tout l'âme voilà, de capitaliser dans l'argent. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça? Et en fait, moi, je suis rentrée dans la crypto par là, en fait. Quand à partir du moment où il y a eu des œuvres qui ont commencé à m'intéresser, qui a commencé à accrocher mon œil, en fait, bah, j'ai créé ce wallet que j'avais déjà créé il y a 2 ans et que j'avais rien fait avec. Donc j'en ai recréé un. Et puis quand j'ai voulu acheter une œuvre, ben, il a fallu que je mette des Ethers. Donc j'ai regardé, enfin j'ai fait un peu ça toute seule. J'ai regardé comment on faisait et puis de proche en proche, en fait, je me suis éduquée, on va dire. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes œuvres conçues comme NFT, même si c'est un petit peu un abus de Ouais. langage, mais en tout cas qui ont suivi cette révolution copernicienne? Ouais. Ben, en fait, moi, j'ai dans ma pratique artistique, ouais, j'ai un ton qui est un peu, voilà, qui est spécial, on va dire. En fait, Impertinent, un peu voilà, qui est potache, impertinent, voilà, un potache impertinent, très low-tech, très très ré- l'air de rien, on et va très dire, quoi. référencé quand même. Hein, ça a Ouais, l'air de ouais, rien, c'est drôle, mais comme disait ouais, ouais, Benjamin tout à l'heure, c'est quand même... ouais, c'est très référencé. Et puis, en fait, il y a toujours une raison pour laquelle je vais faire le truc. Donc, j'essaye de trouver des fils, en fait. Et je trouve que c'est peut-être la chose la plus difficile en tant que créateur, c'est trouver son fil dans cet univers des NFT. Voilà, donc, moi, j'ai mis du temps, en fait, à retrouver le ton que je pouvais avoir dans des œuvres plus complexes. Et donc, je trouve que c'est assez difficile. Effectivement, c'est presque des œuvres qu'on pourrait dire conceptuelles, voilà, d'essayer de partager une pensée dans une image qui tient dans un carré, quoi. Oui, moi je C'est pense ça. que tes œuvres se démarquent énormément de tout l'univers des NFT où il y a énormément de créateurs en 3D, où il y Mm, a, ça évoque des dystopies, ça évoque le futur, il y a des cosmonautes, enfin il y a plein de choses du futur. Et toi, j'ai l'impression au contraire de tout ça que tu prends un contre-pied mais total, à la fois ouais, dans le message que tu envoies, en fait, c'est une critique de la culture contemporaine, enfin c'est une critique ouais, des icônes, ok, ça marche bien. Et comme tu disais low-tech, c'est-à-dire que tu utilises vraiment les outils informatiques à leur plus simple expression, c'est-à-dire qu'il y a des collages assez simplistes, voire même ouais, des collages grossiers pour bien montrer que tu as collé
2 images Ouais, qui n'ont ouais, rien à voir. En fait, je pense que ouais, c'est même volontaire de ta part de montrer que c'est fait, comme on dit, vite fait, bien fait, on va dire. Mais ouais, derrière, il y a un message qui est effectivement extrêmement drôle, extrêmement ouais, piquant aussi. ouais, Donc, c'est ça. tu fais ça, Et enfin, puis, justement, tu réfléchis à beaucoup avant ou c'est quelque chose de totalement spontané et tu ouais. gardes que tes œuvres qui te plaisent ou comment tu fais? Bah, en fait, moi, ça peut être ou très rapide ou très très long. En fait, j'ai l'impression que enfin, j'ai toujours fait comme ça sur toutes les œuvres. En fait, t'as des œuvres qui viennent très vite et tu les réalises très vite. Et puis il y en a, tu dois y penser pendant 3 mois pour sortir le truc parce que tu trouves pas bah voilà, même un petit détail, tu trouves pas l'expression qui te va, tu trouves pas le truc. Donc là, par exemple, je suis sur une œuvre que je suis en train de créer qui est autour qui est en source référence à Manzoni, ouais, justement sur la mer de d'Artis, quoi. Et bah, je mets du temps en fait. Ouais. Donc des fois, ça peut être très long, alors que ça paraît vraiment bâclé. Euh, ouais. Et en fait, ce côté low-tech, c'est aussi une pratique que j'ai toujours eue et qui, enfin, souvent, c'est un des reproches. Enfin, alors que moi, je le faisais vraiment volontairement. On me dit non, mais c'est pas, toi, tu es pas assez léché, c'est pas assez net, c'est pas assez art contemporain. Tu vois, là, ton bois, il est pas assez foncé. Enfin, moi, c'était fait exprès, en fait. Donc, enfin, et ce côté, en fait, c'est comme un côté un peu spontané. Euh, ouais, j'aime bien c'est comme des bricolages, en fait. Voilà, moi, c'est dans le numérique, c'est aussi ce que j'aime. Ce que j'aime exprimer, parce qu'en fait, c'est une succession de découvertes, de petits bricolages, de trucs qu'on apprend à associer. Et Et, alors justement, tu parles ouais, de bricolage. Tu bricoles aussi beaucoup artisanalement, enfin matériellement, parce que ouais, tu as une vraie réflexion sur la monstration, l'exposition ouais, des œuvres et en l'occurrence des NFT. Alors est-ce ouais. que tu peux nous parler un petit peu de ça et puis du coup de l'exposition en cours à l'avant-galerie voilà. Donc, oui, alors après, en tant que collectionneuse, moi, chez moi, moi, j'ai des tableaux, de la peinture et tout ça, mais j'ai pas la nécessité d'exposer ma collection à mes propres yeux, on va dire. Par contre, ouais, il y a toute une réflexion sur comment on expose ces NFT auquel j'ai réfléchi parce que j'accompagnais l'Avant-Galerie Vaucen sur ces expositions et notamment sur l'exposition qu'on a fait en début janvier cette année qui s'appelait de la tulipe à la crypto-marguerite. Et là, bah, l'idée de cette galerie, c'est justement de mélanger des œuvres classiques, peinture, sculpture ou installation ou média mixte avec des œuvres NFT. Voilà. Et donc là, toute la question a été de dire bon, bah, comment on les montre, qu'est-ce qu'on utilise comme écran. Voilà, donc à partir de là, ben, il y a tout un travail de recherche qui s'est fait sur l'écran lui-même. Moi, j'avais beaucoup d'œuvres carrées qu'on voulait montrer, donc j'étais attachée au format carré. Je voulais pas montrer du carré dans du rectangle parce que je trouve que c'est vraiment moche. Et donc, j'ai abouti sur des petits écrans qui s'appellent des écrans Pomoroni. Voilà, et donc j'ai cherché sur internet pour comment on les utilisait, donc avec une carte qui s'appelle Raspberry, une petite carte qu'on programme. Ouais, donc il y a tout un savoir-faire qui se développe en fait en même temps que voilà la nécessité là, c'était comment on expose ces NFT, comment on essaye de leur donner comment dire, une qualité particulière, parce que c'est pas une image comme une autre, donc Oui, avoir un écran spécifique, c'est aussi à mes yeux assez important. on voit Voilà, ça sur ton Twitter. Donc, tu parles de l'Avant-Galerie Vaucen, qui est une galerie à Paris, ouais, c'est ça. qui a proposé très très tôt, je me souviens, quand on a commencé les rooms NFT, en Ouais, février déjà, l'Avant-Galerie Vaucen à Paris proposait déjà des expos de NFT. C'était ouais, tout à extrêmement fait. précurseur. Donc toi, Ouais, j'ai vu que tu proposais, donc tu as des écrans digitaux qui sont déjà au format carré, donc pour ouais. tes œuvres qui sont carrées. Mais toi, Mhm. Albertine, dans cette galerie, tu es partenaire, parce que d'habitude, les artistes ne sont pas galeristes, mais toi, j'ai l'impression que tu t'impliques dans les expositions dans cette Ouais, tout à galerie. fait. Ouais, tout à fait. Ben, ouais, on est partenaire, donc enfin partenaire. Moi, je l'accompagne sur la partie numérique. Voilà, donc on choisit des thèmes, puis voilà, quels artistes vont coller à ce thème-là.
Et l'idée de Caroline Vossen, qui est la galeriste, moi je l'accompagne que sur cette partie-là. L'idée, c'est vraiment qu'à chaque exposition, le NFT soit présent, mais au même titre que d'autres artistes, d'autres médias, d'autres médiums. Justement, c'est une manière pour les collectionneurs plus classiques, en fait, de découvrir le NFT, de découvrir l'art digital, de découvrir ces artistes-là. Voilà, donc c'est un mélange, et moi je l'accompagne dans cette dynamique de comment on montre ça, qui on peut montrer. Est-ce que tu Ouais, peux donc nous là, parler un petit peu de l'expo en cours, justement? Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce que vous exposez? alors l'expo en cours, elle s'appelle Christmas Hanging, donc c'était à l'occasion de Noël et du Nouvel An. Voilà, on a fait une petite exposition, mais je pense qu'on va prolonger. Donc on présente des œuvres, par exemple un duo à nouveau entre Robbie Barra et Ronan Barraud, avec de la peinture de fleurs et une création de Robbie faite par ordinateur. On peut trouver des jeunes peintres qui sortent des beaux-arts, ou des installations avec des néons, ou des peluches, et des NFT. Et dans les NFT, là, l'idée de cette exposition, c'était de faire des NFT entre guillemets pas chers, en fait, voilà, de manière à susciter la curiosité, d'essayer, voilà, à travers des œuvres simples, d'essayer d'embarquer des gens dans cet univers-là. Voilà. Donc, Et alors, l'approche, en ça fait, c'est fonctionne? Vous ouais, ça embarquez des fonctionne. gens? Ouais, on arrive à chaque expo à embarquer un petit peu plus de gens, pas forcément beaucoup, parce que on le voit, hein, pour des collectionneurs plus classiques, il y a un chemin mental à faire, voilà, entre le moment où tu en parles au début de l'année et puis et la fin de l'année. Bon, il y a un collectionneur, qui collectionne pas mal d'œuvres classiques, qui au début dit ouais, mais c'est quoi ce truc? Je comprends rien. Bon, 6 mois plus tard, il est revenu, il a compris un peu plus. Et puis là, il a dit ah ouais, combien ça coûte celle-là? Bon, il a pas acheté parce qu'il trouvait que c'était encore trop cher par rapport à... Ouais, il mettait pas ça au même niveau que la peinture, on va dire. Mais il y a un chemin en fait, et que ce chemin, C'est un long voilà, chemin d'évangélisation. ouais, c'est ça. Ouais, donc moi, c'est ça qui m'intéresse en fait, hein, dans cet accompagnement avec Caroline. C'est moi, comme mon sujet c'est le numérique, et que j'aime ce sujet-là, et que je trouve passionnant, j'ai envie de le partager avec d'autres. Et c'est vrai que dans cette galerie, en fait, on essaye plus d'éclairer le chemin que, ouais, on n'est pas dans la spéculation ou dans des artistes hyper chers. C'est pas le sujet, quoi. Oui, en tout cas, tu as raison, éclairer le chemin, c'est exactement ça, parce que tous les artistes, et je suis aussi concerné, on cherche à créer des expositions hybrides entre le monde du digital, pur digital, donc exposer des NFT sur des marketplaces ou dans des métaverses, et puis exposer ça en physique, parce qu'on veut à tout prix et absolument embarquer les gens qui ne sont pas encore là-dedans, on veut les embarquer avec nous dans les NFT, et ça Mhm. passera par une exposition physique. En plus, je trouve ça vraiment créativement, je trouve ça fascinant d'imaginer une correspondance entre Mhm. du digital et du physique. Donc, c'est ce que vous essayez de faire à Mhm. l'avant-galerie Vaucen. Est-ce que, par exemple, concrètement, comment ça se passe? Je veux dire, les expositions, les gens sont convaincus? Est-ce que les gens disent, OK, j'ai envie, j'aime ton œuvre, Albertine, donc j'achète l'œuvre avec l'écran que tu me proposes. Ils ramènent Ouais. ça chez eux, et puis est-ce qu'ils ont aussi le NFT dans leur wallet? Est-ce qu'il y a une correspondance? Comment vous faites? Ouais, après, les gens peuvent acheter le NFT sans l'écran, mais en fait, les collectionneurs plus classiques, ils ont besoin de ce petit écran, en fait. Et en fait, ils ont besoin, un collectionneur de NFT, il a pas besoin de nous, on va dire. Voilà, il sait faire. Là, le public, c'est pas tant celui-là, c'est vraiment ces collectionneurs peut-être moins avertis qui veulent acheter le NFT. À la limite, eux, ils ont l'écran, alors que tu leur dis maintenant, il faut que vous créez un wallet, il faut transférer l'œuvre dans votre wallet. Mais si tu veux, dans les collectionneurs qu'on a vus nous, il y en a pas un qui part pas sans écran. Voilà. Parce que c'est pas les mêmes collectionneurs en fait. Les collectionneurs qui sont depuis un bout de temps sur le NFT, ils ont le digital déjà en eux, si tu veux, donc ils n'ont pas besoin d'un écran pour savoir qu'ils ont cette œuvre. Alors
un amateur d'art plus classique, le wallet, c'est bien, mais ça lui suffit pas. Très intéressant ça. Exactement. Enfin, en tant que collectionneur d'art digital, j'ai absolument pas besoin d'un écran. D'ailleurs, si je veux Mm. diffuser mes œuvres sur un écran, je prends mon écran. Enfin, j'ai pas besoin que Ouais, l'artiste me c'est ça. fournisse son écran. Et tu as Ouais. exactement raison. C'est ceux qui, en revanche, ne sont pas encore dans les NFT ou qui n'ont pas encore acheté un NFT. Ils ont besoin de repartir avec un objet physique sous le bras, en fait, pour avoir le sentiment Ouais, d'acheter quelque chose, enfin, de posséder l'œuvre, en fait, exactement. mais parce qu'en fait, enfin, parce que là, on parle souvent beaucoup des collectionneurs de NFT, mais les collectionneurs d'art qui collectionnent pas du numérique, bon ben, quand ils achètent une œuvre dans une galerie, voilà, que ce soit une peinture, un dessin, une photo, bah, leur truc, c'est de la voir, bah, c'est de la voir chez eux, de la regarder tous les jours. Ouais, le collectionneur d'art, je parle de entre guillemets petits collectionneurs, hein, pas ceux qui collectionnent comme des malades, mais qui ont plus assez de murs pour mettre leurs œuvres. Non, je parle des amateurs en fait. Et l'amateur d'art collectionneur, il aime voir ce qu'il achète en fait, parce que il achète avec ses yeux en fait. Voilà. Je le ressens comme ça. Hein. Donc il a besoin de voir. Il y a Voilà. aussi, moi je suis un peu entre les deux, je collectionne un petit peu de NFT que j'aime avoir sur mon wallet, mais ouais, maintenant j'ai un petit écran aussi chez moi. Et en fait, d'avoir un petit écran chez soi, ça permet aussi de continuer l'évangélisation et de montrer que Ouais. c'est Ouais. pas que du virtuel et que il y a aussi une forme de sensorialité en fait. Ouais, c'est ça. Et que ça peut, pour des collectionneurs, ça leur permet de voir que c'est intéressant en fait qu'une image, même si elle est digitale, ça reste une image dont Ça l'esthétique reste est une intéressante. création, ouais. Ouais, ouais. Est-ce que il y a des questions, des interventions parmi nos auditeurs et nos auditrices, hein. Si vous voulez poser des questions à Albertine, ben, n'hésitez pas à lever la main, on vous fait monter sur scène. Ne soyez pas timide. Non, mais en attendant que quelqu'un lève la main, juste Albertine, est-ce que en termes d'œuvres, comme j'ai vu que ça fait donc un peu plus de 2 ans que tu es sur Super Rare, est-ce que Mhm. tu projettes de me proposer de nouvelles œuvres prochainement? Est-ce qu'on te suit? Est-ce qu'il y a une actualité brûlante dans ce domaine? Brûlante, moi je suis comme à la vitesse de l'escargot, mais oui, ouais, je vais continuer là, je continue toujours ma série NFT Stands For, là, je la continue. Et puis dans le sujet super rare avec Benoît, bon, je sais pas si les gens connaissent sur la roue, mais Benoît du Moka, on concourt en fait, on a concouru pour avoir un space sur Super Rare. Donc on est arrivé malheureusement 6e à la place de 5e, qui était ce qui retenait cinq équipes. Voilà, donc il y a aussi cette actualité là qui est plus Toi, Albertine, créative. tu ne mines que sur Ethereum? Non, je suis aussi sur Tezos, mais je fais pas le même genre d'œuvre en fait. Ok, pourquoi? Pourquoi cette Pourquoi? différence de traitement entre les plateformes, entre les blockchains? Moi, ça Parce que m'intéresse. parce que je fais pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes sujets. Je suis sur un autre mode d'ironie, on va dire. Et tu peux nous parler Je un suis petit peu de ce philo- de ce que tu mines sur Tezos? Là, pour l'instant, c'est assez simple. En fait, et puis déjà, c'est une question de format. Et le format, il est rectangulaire. Alors, c'est tout bête, mais pour moi, ça change beaucoup. Et sur Tezos, en fait, là, je m'amuse avec Richard Prince, en fait. Je fais des captures de ces captures et je signe avec les emojis 4 flammes et tracteur. Et Et voilà. Et c'est tout. Excellent, mais il faut connaître Richard Prince. Alors, Voilà. c'est quand même une star de l'art contemporain qui déjà lui-même détournait les Ouais, grands c'est ça. panneaux de publicitaires 4x3 qu'il y avait Ouais, dans New York pour Marlboro. Donc, il prenait lui-même en photo des photos de panneaux 4x3 en fait. ouais, c'est ça. Donc, c'est ouais, une mise en abîme, quoi. il y a aussi Ouais, c'est quelque, ça, c'est une mise en abîme totale, ouais. il y a aussi quelque chose qui m'amuse beaucoup, que je crois avoir vu passer, c'est que tu t'es emparé des adresses Ethereum de certains artistes. Est-ce que tu peux nous Ouais, c'est parler de vrai. ça? Ça m'a beaucoup. Ouais, j'ai l'adresse Ethereum de David Hockney, de Jeff Koons,
de Marcel Et ils Duchamp. se rendent compte de ce que ça veut dire? Enfin, Marcel Duchamp peut-être pas, mais les autres? Ouais. Bah, les autres, ils ont pas l'air de réagir, alors je vais passer à la vitesse supérieure. Non, ils se rendent pas compte, ouais, non. Et j'ai aussi les adresses de grandes galeries, en fait, comme Perrotin, Kamel Mennour, Lelon, Quand, Tadeusz Kopak, Magda Danis. Ouais, je m'amuse, en fait. et quand tu dis que tu as les adresses, c'est que tu as les noms de domaines Ouais, en les, Ethereum, c'est ça? Ok, ouais, les noms de domaine, ouais. bien Ouais, joué. c'est. Ouais, pour l'instant, il y a qu'une personne qui a essayé de m'en acheter une. C'était un collectionneur qui aime s'amuser aussi. Il voulait m'acheter Jeff Koons. Je lui ai dit non, tu rigoles, je vais pas te vendre Jeff Koons. Mais Et tu as ouais, dû c'est une avoir un manière. sacré airdrop. En fait, c'est une manière aussi d'interpeller sur, je sais pas, d'un point de vue, comment dire. Bah, en fait, les artistes du numérique, moi, comme ça fait longtemps que je suis dans cet univers-là, c'est des artistes qui ont aujourd'hui la chance, effectivement, de pouvoir vivre de leur art. Et ça, c'est une chance incroyable. Ce qui n'était pas le cas pour les décennies précédentes. Moi, il y a plein d'amis artistes qui font tous autre chose à côté, qui ont galéré comme des malades, parce que il y a que quelques artistes qui sortaient, puis toute la masse, en fait, vivotait, donc c'était pas glorieux, on va dire. Il y a toujours une espèce de mépris de l'art contemporain installé, on va dire, pour cette forme d'art. Ouais, donc, c'est vrai que l'achat de ces adresses était une manière de leur dire, il y a des trucs que vous savez pas, voilà, et qui existent et qui Et ont vous de la êtes en train de valeur. passer à côté de ce qui se passe. Peut-être, voilà. Donc après, il faut avoir faut dire la modestie de l'accepter. Voilà. Donc, ce qui est pas forcément ce qu'on Benjamin, j'espère que Non. tu as déposé Ouais, benjaminsport.fr. moi. Alors oui, on est d'accord, Malbertine, que tu as déposé jeffkoons.eth. C'est bien ça, Ouais, mon c'est ça. Ok. Ouais. Moi, j'ai déposé mon benjaminspark.eth, mais tu me donnes une idée, je vais déposer albertinemeunier.eth ce soir. Ouais, tu peux. Ça me gêne pas parce que moi j'ai albertine.eth. Ouais. D'accord. Mais c'est vrai que je m'amuse. C'est avec Nel Beloufa qu'on s'amuse comme ça. J'ai son adresse aussi et je veux absolument que l'échanger contre une casquette CryptoPunk et je sais pas, il veut que je lui donne, je sais pas ce qu'il veut. Non, mais bon, voilà, c'est une manière de taquiner, comme moi j'aime bien taquiner. On a le temps pour une dernière question, donc soit de quelqu'un dans notre auditoire, soit de notre Joker Tech, Florent. Voilà, comme vous voulez, si quelqu'un veut prendre la parole. Ah, on a quelqu'un. Hop. Ouais, j'avais plein de questions, mais vous avez tellement bien fait le job que moi, j'ai rien à dire. Enfin, les questions elles sont moins pertinentes, donc autant faire monter la personne. Je crois que c'était Mafouz alors. Je crois. Hop. Si j'ai bien vu. Sinon, moi j'ai encore des petites questions. Si, bienvenue Mafouz, on t'entend. On t'entend. Ah, mais Mafouz, on t'entend. Tu peux poser une question. J'ai déconnecté mes écouteurs. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Mahfouz Adedjouma. Je suis artiste peintre et en parallèle aussi, je suis dans le notariat. Et j'aimerais, s'il vous plaît, savoir, j'avais déjà posé la question à Benjamin qui m'a demandé mon numéro. Je me suis lancé dans l'art il y a bientôt 3 ans. Et du coup, j'ai connu les NFT en fin d'année 2020. Et j'aimerais savoir, s'il vous plaît, et par quel canal il faut passer pour pouvoir se lancer dans les NFT. Je me suis rendu compte qu'il fallait avoir une très bonne communauté derrière et pour lancer le projet. Et moi, j'ai pas encore cette communauté puisque je me suis lancé dedans. Et d'après mes recherches, j'ai pu comprendre il y a OpenSea et Rarible. Ce soir, j'ai entendu parler de Star aussi, un truc du genre. Donc, j'aimerais juste savoir et par quel canal déjà aller et sur ce terrain pour pouvoir et s'en sortir. Donc, c'est plus ça. Rapidement. C'est un C'est un long vaste chemin. sujet. Ouais, c'est un long chemin.
il faut être déjà quand on veut sortir en tant qu'artiste, faut être patient parce que être artiste c'est un travail. Donc ça peut mettre du temps. Faut pas forcément penser qu'on va décoller du jour au lendemain. Voilà, c'est un long chemin. Ça c'est une première chose. Et puis après il existe plein de plateformes qui permettent pour des jeunes artistes de publier leurs œuvres pour qu'elles soient collectionnées par des collectionneurs. Voilà, donc il y a les différentes blockchains, différentes plateformes. Je sais pas, quand on est jeune artiste, voilà, qu'on veut pas forcément payer des coûts de transaction énormes, commencer sur Ikenunk et affilié, c'est le plus simple, je pense. Voilà, après ça dépend aussi de votre ambition, ça dépend du projet. Vous pouvez démarrer sur OpenSea, sur Rarible. Oui, c'est bien, Euh, Albertine, tu as résumé, mais je pense qu'il y a aussi l'aspect communautaire qui est très important, ouais, construire sa ouais. communauté. En tout cas, merci Mafous pour la question, parce qu'il y a Artemore Brian, certainement, derrière, qui voudrait poser une question. Mhm. C'est toujours Brian, ouais. Je me demandais, Albertine, selon toi, pourquoi est-ce qu'il y a eu autant d'artistes qui ont commencé l'art digital il y a début des années 2000, etc., qui aujourd'hui sont pas reconnus comme, on va dire, à la hauteur de leur rôle de pionnier dans le Mhm. marché des NFT et celui de l'art. Bon, alors, Robbie Barra, c'est un mauvais exemple, puisque c'est sûrement un de ceux qui marche le mieux pour le coup, et même lui, sa démarche est intéressante, puisqu'il a un peu arrêté d'en faire, si je comprends bien, Mhm. depuis au Mhm. moins quasiment un an, quoi. Depuis qu'on parle des Ouais, NFT, lui, c'est le moment où il a décidé d'arrêter pour des raisons éthiques, je crois. ouais, Euh, c'est ça. et ce qui était fait de son art et de son marché commence à lui échapper, etc. Est-ce que tu penses que c'est ça, c'est des blocages aussi que d'autres artistes digitaux ont? Ou est-ce que la césure, elle se fait vraiment autre part et que c'est cet aspect crypto peut-être qui en repousse beaucoup? Je sais pas. Ouais, je pense à Miguel Mhm. Chevalier qui refuse de faire des NFT, par exemple. Ouais, sur ça, c'est bon, je sais pas, j'ai pas discuté avec lui dernièrement de ça. Lui, par contre, il a une pratique qui s'adapterait plutôt assez bien, donc je sais pas pourquoi il refuse ça. Après, c'est des artistes qui étaient effectivement installés depuis les années 2000, qui avaient une certaine pratique, une certaine manière de produire. C'est vrai que le produire des NFT, c'est vraiment rentrer dans cet univers-là. En fait, tu peux pas produire une œuvre et dire bon je vais la NFTiser et puis ça va marcher. Enfin, de mon point de vue, c'est vraiment une démarche nouvelle en quelque sorte. Voilà, si tu fais des œuvres purement NFT, il faut que tu réfléchisses par rapport à ta propre pratique, comment elle peut s'intégrer dans cet univers-là. Donc, c'est ce que je te dis, ça peut être ce que je disais tout à l'heure, ça peut être assez long en tant que créateur de trouver son ton en fait, ou sa voix, de ce qu'on a envie de faire. Par exemple, mon ami Julien Levesque, lui, ça fait un bout de temps qu'il réfléchit, et par rapport à sa pratique numérique, il n'a pas trouvé encore comment rentrer dans ce sujet-là ou dans cette matérialité-là. Donc je dirais que c'est pas parce que le NFT est numérique que les artistes numériques qui pratiquaient depuis un bout de temps trouvent facilement comment y entrer. Ou alors tu NFTises comme certains l'ont fait des vieilles œuvres. Bon, puis ça marche pas vraiment en fait parce que c'est pas fait pour. Tu vois, donc je trouve que moi, enfin, je trouve que c'est un vrai sujet. Il y a des artistes qui s'y prêtent mieux que d'autres parce qu'ils avaient déjà un art très visuel ou conceptuel qui rentre là-dedans, mais c'est pas trivial en fait. Ouais, Vraiment on quelque chose que fait. chaque artiste doit Il faut explorer. que ça entre vraiment en jeu dans le process créatif finalement. Ouais, c'est ça. Ouais. Et, Je vois que l'heure tourne. On pourrait parler des heures. Je vais clôturer par quelques petites questions. Albertine, pour toi. ouais, ouais. Quel est le premier NFT que tu as collectionné? Alors j'ai eu la chance qu'on m'offre mon premier NFT. Ouais, Je tournais autour du pot parce que j'adorais. C'est un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Norman Arman, et c'est une œuvre qui s'appelle Android Plaza, Public Service Announcement. Et en fait, c'est Art Gnome qui me l'a offert. Voilà, parce que c'est sympa c'est lui d'avoir un cadeau comme ouais, preuve. voilà, et donc c'est lui qui m'a
qui m'a mis le pied à l'étrier, on va dire. Bah, une fois que j'avais cette œuvre-là que j'adorais, ben, ça m'a permis de démarrer. C'était foutu après. Et voilà, après, c'était T'es foutu. plongé Ouais. dedans. Mm, Le NFT ouais. que tu n'as pas réussi à avoir. Bah, c'est un NFT de Sarah Zucker, en fait. Là aussi, je tournais autour du pot. Puis bon, à l'époque, il y a 1 an et demi, l'Ether était à 200 euros Ah ou ouais. 180 euros. Et je sais pas pourquoi j'ai tourné autour du pot et finalement, je l'ai pas. C'était l'œuvre qui s'appelle Treasure Witch, qui est une sorcière un peu glitchée, un peu horrible. Voilà. Et voilà, bon, bah, je passe à côté comme Et t'as pas comme d'autres. réussi à acheter sarahzucker.eth pour lui. Non, mais par contre, j'ai réussi à acheter un Sarah Zucker sur Tezos. Ah. Voilà. Le prochain NFT, celui que tu as en vue. Bah, moi, j'aimerais bien acheter un nouveau Max Osiris sur Super Air. Comme il est banni pour l'instant, j'attends. Ça marche. Et enfin, l'invité que tu aimerais écouter dans cette room. Ben, j'aimerais bien un anglo-saxon. J'aimerais bien écouter Robles. Ah ouais, Robles. Ouais. Robles, ouais. Et en français, parce que moi, je sais pas si j'arriverai à faire une interview d'1 heure en anglais. En français, attends, alors j'aimerais bien écouter un petit collectif qui s'appelle CEGZ, quelque chose comme ça. CEGZ. Tu Ouais, retrouveras, tu me diras. je te le Ouais. redonnerai. Et en fait, ce sont des gens qui sont dans le numérique depuis très longtemps, donc ils sont associés à l'école d'art d'Orléans. Quelqu'un qui Ok. s'appelle Emmanuel Guez, qui est dans le numérique depuis très longtemps. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, ils font des œuvres inspirées par le NFT, par la télématique. Donc, ils sont Ok. sur Tezos. Ok. Et ouais, j'ai trouvé intéressant parce qu'ils sont dans le numérique depuis longtemps, justement, et ils rentrent d'une certaine manière. Moi, je trouve ça intéressant. Génial. Eh ben, c'est noté. On les contactera. Et enfin, pour clôturer, je laisse la parole à Florent pour notre petite tradition du giveaway. Alors, merci Léo pour la parole. Effectivement, Albertine, je vais te poser une petite question pour choisir qui va être le gagnant de notre giveaway de la semaine dernière. Donc, pour participer, il fallait juste nous follow l'artiste qui est en l'occurrence Denis Santelli et taguer des amis. Voilà. Donc là, on a eu 22 participants. Donc, donne-moi un chiffre entre 1 et 22 et ce sera du coup le ou la gagnante de ce giveaway. 13. 16 ou 13? 13. Ah non, pas 16, surtout pas 16. Ok. 13. 13. Ah, 2 petites secondes. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est F. Boromir. Donc, je sais pas si c'est dans la room ce soir. Bon, on vous mettra en contact en On tout cas. sent que Oscar est déçu de ne pas avoir fait le tiercé. Ouais, parce qu'on a eu voilà un auditeur qui a gagné deux giveaways d'affilée, donc félicitations à lui. On espère qu'il laissera sa place à d'autres. Et du coup, merci Albertine. Et je me permets de te poser la question, est-ce que tu voudrais du coup participer à cette tradition de giveaway et donner une de tes œuvres à un de nos auditeurs ou une Ouais, de bien nos... sûr. Ouais, tout à fait. C'est l'œuvre Coin-Coin. I am a Coin-Coin. Génial. Écoute, je crois qu'on l'a même déjà en photo de couverture. Ouais, on l'a mis en photo de couve là sur Twitter. Moi, j'adore le petit clin d'œil. Donc, merci beaucoup. C'était vraiment top. Enfin, je vais te laisser clôturer, Léo, mais... Donc voilà, n'hésitez pas, Florent va tweeter pour le giveaway. N'hésitez pas à partager, retweeter, etc. pour peut-être avoir la chance de gagner le coin-coin d'Albertine. Albertine, merci infiniment. C'était absolument passionnant. Donc, merci beaucoup d'avoir inauguré cette année. Merci à mes co-hôtes. Fallait le faire d'aller sortir la carte postale. Franchement, c'est mal. Merci Benjamin, merci Florent, merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ouais, merci. À très bientôt. L'art du NFT.